Casa Vostra. Mais lui, il va me proposer que ceux de sa banque. Oui. Alors, c'est pour j'ai ça l'habitude de dire, est-ce que vous êtes sûr que les SCPI de votre banque sont plus mauvaises que les autres ? Parce que, après, on aime bien, dans tout ce qui est littérature sur les placements ou émissions sur les placements, dire comment choisir sa SCPI. Vous savez, quel sera le meilleur placement de 2020 ? Bon, moi je trouve qu'on raconte beaucoup de bêtises là-dessus. D'abord parce que le meilleur placement de 2020, moi ça m'intéresse pas. Moi ce qui m'intéresse, c'est quel sera le meilleur placement en 2030 que j'aurais fait en 2020. De ce que j'aurais fait en 2020. Donc, on cultive un peu tous les... Exactement. On cultive un peu tous les défauts, je dirais, de l'actualité. Parce que si j'ai raison aujourd'hui, je suis capable sur des arguments, mais c'est pas comme ça que je m'enrichirai. Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente La Martingale, un podcast qui vise à explorer le monde de la finance personnelle pour comprendre comment gagner à tous les coups, qu'on ait 200 € par mois à investir ou 5 millions sur son compte en banque. On va pas se mentir, c'est un peu ambitieux, mais les faits sont là. Jusqu'à maintenant, j'ai pas pris le temps de m'intéresser à tous ces sujets et il est temps que ça change. Alors abonnez-vous, des éclairages gratuits, ça commence par là. Alors c'est parti, je suis avec Guy Marty. Salut Guy. Bonjour Mathieu. Je suis ravi d'être avec toi parce que bon, on m'a mis en relation avec toi et si je comprends bien, tu es quand même l'un des grands noms en France au moins de tout ce qui est CPI, Pierre Papier. C'est vraiment, alors d'ailleurs le site que tu as fondé s'appelle pierrepapier.fr. Hein, oui, ça tout à fait. Mais quand j'en parle avec les personnes qui m'ont mis en relation avec toi, qui sont dans ce business, moi, les auditeurs de La Martingale, comme tout bon français, ils le savent, mais ouais, j'adore l'immobilier. Donc voilà, mais j'ai cette tendance à être vraiment, tu vois, je veux toucher la pierre, je veux voir comment, je veux refaire les choses, etc. Et toujours aussi potentiellement un peu méfiant de me dire, tiens, est-ce que j'achète des beaux trucs ? Je veux quand même voir un peu dans l'ensemble, voilà. Et donc j'ai fait quand même pas mal d'épisodes sur l'immobilier, etc. Et puis en cherchant, il y avait quand même un nom qui revenait, donc dès que j'allais sur cet univers que je connais moins, qui est la pierre papier, c'était toujours le même, c'était toujours Guy Marty. Pourquoi il revient ? Alors j'ai l'impression que dans cet univers de très professionnel, peut-être je sais pas, de plus expert, j'allais dire plus âgé, je sais pas, mais en tout cas, t'as un nom qui revient, t'as écrit des bouquins, t'es pas loin d'être... je me demande si j'ai même pas entendu que tu as inventé le terme pierre-papier. Exact. Bon, ben voilà, tu vois. En fait, ça vient d'où ? C'est quoi ? Juste pour contextualiser la suite, parce que cet épisode fait rebond à un autre épisode que j'avais fait avec le fondateur de Préto, Pierre Chapon, où moi je me posais la question, est-ce que tu peux emprunter pour acheter de la pierre papier ? Et il m'a répondu oui, on en a parlé un peu, mais on en reparlera tout à l'heure. Mais pour recontextualiser un peu tout ça et ce rebond, qui es-tu, Guy Marty ? Bon, oh là, question terrible. Je vais y répondre en 2 mots. Disons que j'ai vécu du début la grande aventure des CPI. Ouais. Alors, je sais qu'on cite beaucoup, on dit beaucoup qu'une innovation, c'est d'abord ridiculisé, puis c'est dangereux, puis c'est banal. Alors, SCPI, en fait, dans les années 80, il y avait un grand succès des OPCVM pour la bourse. Ok, OPCVM, oui. Organisme de placement collectif en valeur mobilière. Autrement dit, au lieu d'avoir à choisir tel et tel titre, ce qui est quand même très compliqué, on s'est mis à proposer aux particuliers d'être copropriétaires d'un gigantesque portefeuille, géré professionnellement, etc. L'idée était simple et elle a permis en fait à beaucoup de particuliers de pouvoir jouer la bourse française, la bourse américaine, les bourses européennes, etc. C'était une très belle idée. Et là, je me suis posé valeur mobilière. Hein, valeur mobilière, donc pas immobilière. Voilà, là, on est dans les valeurs mobilières. On met c'est ce qu'on appelle les SICAV ou les fonds de placement dans les mots courants. Donc, j'achète aujourd'hui, je sais pas, je pourrais acheter nos PCVM Nasdaq avec du Google, du Microsoft et du... Exactement. Voilà. Exactement. Et voilà. Donc, et je me pose plus de questions. Ouais, autrement dit, tranquillité de gestion. Ça devient un placement. C'est plus mon métier, ou si c'est mon métier, de toute façon, je m'en occupe pas. Okay. Alors qu'un portefeuille en bourse, si on ne suit pas tous les jours, ça ira pas bien. Bon. Okay. Donc, cette idée, je la trouvais très belle, très dynamique, et je me suis dit,
quel serait l'équivalent pour l'immobilier. Ouais. Et il y avait un truc qui traînait dans un coin, qui s'appelait déjà la SCPI, Société Civile de Placement Immobilier. C'est la même chose qu'une société civile, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs particuliers qui possèdent la société, sauf qu'au lieu d'être 3 ou 4, ils sont plusieurs centaines. Ok. Donc, l'idée était très simple, de dire, un particulier peut, avec ça, être copropriétaire d'un grand patrimoine immobilier, donc plein de locataires, plein d'immeubles, possibilité de faire des travaux, etc. Donc, je trouvais que l'idée était bonne, sauf que les SCPI à l'époque ne pesaient rien en capitalisation, les banques ne les proposaient pas. C'était un produit absent. On le voyait pas dans les journaux sur quels sont les placements, etc. Pourquoi? Parce que c'était trop nouveau ou... Alors, ce serait long à raconter, mais il y avait eu dans les années 70 des grands scandales, garantie foncière avec plein de films, des romans, etc. Il y a eu des scandales politico-médiatiques autour de l'immobilier de l'époque, qui était sous forme justement de grandes civiles. Et voilà, ça sommeillait. Avec des cracks et des choses comme ça aussi, parce que c'est peut-être une des choses dont on est à laquelle on... Non, pas à l'époque. D'accord. À l'époque. Alors j'ai écrit un livre là, sur cette histoire des grands scandales politico-financiers, absolument que je trouve absolument fabuleux, parce que alors une parenthèse, ça a plus d'importance aujourd'hui. Il s'appelle comment ce livre, pardon Il s'appelle simplement C'est l'épargne qui a raison. D'accord, ok, on mettra le lien. Oui, il est vieux, non, il est plus d'actualité. Tu crois? Ah, il est plus d'actualité. On le trouve sur Amazon, bien sûr, mais de toute façon, je reprends les pages dont on peut encore se servir dans le site Pierre Papier. Ok, d'accord. Mais on prend par exemple la garantie foncière, qui a été quand même le plus grand scandale financier de l'après-guerre. Ok, bon. Je l'apprends. Voilà, bon, il a éclaté en 71. Garantie foncière, donc on te garantissait quelque chose, et en fait, c'était pas du tout garanti. C'était une société immobilière, etc. Ouais. Bon, il y a eu 36 audiences au procès, et il y avait 30 avocats. Et on prend tous les noms des ténors du barreau qui étaient proches des hommes politiques, ils sont tous là. D'accord. Donc c'était vraiment un truc étonnant. Bon, il se trouve que la garantie foncière a été mise chez un administrateur de biens, liquidation, etc. 10 ans après, les épargnants ont repris plus que ce qu'ils avaient mis au départ. C'est un scandale politique et pas financier, etc., etc. Bon, il y avait eu des grosses affaires, on dirait. Donc, au début des années 80, ces SCPI qui étaient héritières de ces grandes civiles étaient, il faut bien le reconnaître, un peu discrètes. Donc, je m'en suis occupé, au sens, j'ai écrit un livre dessus, j'ai écrit des articles, des centaines d'articles, enfin, j'ai commencé par des dizaines, et puis après, alors c'est très simple. À l'époque, c'était la lubie de Guy Marty, quoi, les rédac chefs ou les journalistes qui m'envoyaient. Oui, parce que j'allais dire, tu envoyais pas ça sur un blog en 85. Ah bah non, c'était le papier. Oui. Mais c'était ma lubie, voilà. Guy Marty. Ton job ? Non, pas du tout. Non. Je travaillais dans une banque à l'époque. Okay. Mais j'écrivais en plus. Et j'avais déjà sorti des bouquins. Et finalement, les sociétés de gestion des CPI, des banques ou des groupes indépendants, se sont mises autour de moi et on a créé une association observatoire économique qui s'appelait l'Institut de l'épargne immobilière et foncière et qui s'est mis à faire des études, des statistiques sur les CPI et puis en même temps sur tout ce qui était au carrefour entre immobilier et finance. L'IEF, les foncières cotées en bourse, l'assurance vie immobilière, etc. Et là, la croissance des CPI s'est mise en route, vraiment mise en route. Et là, elles sont devenues dangereuses. Alors c'est amusant parce que j'avais un peu, cette fois-ci, j'étais en train de m'occuper de quelque chose qui était non seulement pas sérieux, mais en plus dangereux. Parce que j'allais dire, en fait, en effet, alors c'est intéressant ce que tu dis, parce que j'allais dire, du coup, finalement, tu fais partie de l'establishment de ce truc. Mais non, toi, tu prenais du recul quand même par rapport à ça sur ton observatoire. Ah bah oui, parce que l'idée, c'est que dans l'immobilier, il n'y avait pas le flux d'informations qu'il y avait sur la bourse. Donc on a voulu le faire. Et d'ailleurs, après, nos membres, à l'IEF, puisque c'est une association, nous ont demandé d'aller faire la même chose sur l'immobilier lui-même. Et on a mis en place une économie immobilière avec certaines statistiques, etc., pour améliorer, disons, une certaine visibilité du marché et, si possible, des projections. Mais toujours est-il que pour les CPI, dans les années 80, elles sont devenues dangereuses. Tout à fait à la fin, des années 80, elles sont devenues dangereuses. Et ça s'est manifesté de façon absolument étonnante. Par exemple, en 95, alors, les années 90, il y avait une grande crise de l'immobilier. Donc, évidemment, les SCPI souffraient. En 95, on crée l'avantage fiscal microfoncier, qui permet, en une ligne, si on n'a pas trop de revenus immobiliers, en une ligne, on remplit pas les grandes déclarations,
on met juste une ligne dans la déclaration courante et on a un forfait d'impôt. Bon, il suffisait de faire le calcul. En 95, il y avait à peu près 600 000 associés particuliers des SCPI, parce qu'on a quand même pas trop mal travaillé, on avait fait du bruit, et puis tous les réseaux s'y étaient mis. Ouais. Okay. Et on prenait la capitalisation, on prenait les 600 000, et on voyait que le microfoncier, alors oui, c'était une terrible simplification administrative, mais ça rapportait de l'argent à Bercy. Eh bien, malgré ça, Bercy a refusé que les SCPI soient dans le microfoncier, pour dire que c'était vraiment considéré comme quelque chose de... Et on pourrait raconter plein de choses. Toujours est-il qu'il y a ça, et puis après, les SCPI sont devenus banales. Aujourd'hui, je croise des gens au bistrot qui savent très bien ce que c'est qu'une SCPI. Ouais. Voilà, banalisé. C'est ce qui est une histoire assez excitante, finalement. Parce que c'est vendu par ton banquier, ton conseiller en gestion de patrimoine, tout le monde vend des SCPI. C'est pour ça que c'est devenu banal. C'est un produit comme une banane, quoi, presque. Voilà, parce que l'idée de base était intéressante et elle a fini par rentrer dans les mœurs, par être comprise. On peut faire de l'immobilier sans s'en occuper. Ouais. En gestion collective. Exactement. Sans s'en occuper, ça veut dire pas de choix des clous pour la rénovation du toit, pas de réunion de copropriété, pas de... Exactement. Voilà. En revanche, est-ce que ça veut dire qu'on rentre et qu'on sort comme on peut, comme on veut Alors, oui et non. Parce que la SCPI... C'est liquide ou pas l'immobilier n'est jamais liquide. Oui. Bon. La SCPI, il y a des parts. Donc, le marché des parts fonctionne mieux que le marché des immeubles, c'est sûr. Donc, dans les périodes où il y a suffisamment d'acheteurs, de vendeurs, c'est liquide. Ouais. S'il devait y avoir un blocage du marché immobilier et que même sur les SCPI, il y avait moins de vendeurs, bon, il serait sans doute un peu plus difficile de revendre. Mais en tout cas, les SCPI sont plus liquides, on va dire, que l'immobilier lui-même. C'est moins liquide que la bourse. Parce que... mais c'est pas vraiment coté, c'est-à-dire que tu peux pas... Ah non, c'est pas coté. Non, mais tu peux pas vendre... Parce que finalement, moi, quand je t'écoute tout à l'heure, je me dis en collectif, en fait... alors, il doit y avoir des tas de projets là-dessus, je l'ai forcément pas inventé, parce que là, j'aurais quelques années de retard, mais tout ça, c'est en fait... c'est une histoire de crypto, en fait. Il faudrait avoir des sortes de bitcoin, parce que finalement, c'est une propriété partagée. Donc voilà, le problème, c'est qu'il y aurait tout de suite, sur des biens immobiliers, une volatilité probablement assez extrême de gens qui s'échangeraient des bouts de titres sur tel et tel immeuble. Voilà, mais donc... on peut dire que la SCPI, c'est le crypto avant le digital. Sauf que c'est quand même pour beaucoup de SCPI la société de gestion qui dit voilà l'expertise de mes immeubles, voilà la valeur de la part. Alors, on pourrait très bien imaginer des marchés qui se développent plus derrière, mais... Oui, alors, parce que tu pourrais te dire, tu vois, je sais pas moi, dans tout ce portefeuille, il y a 200 centres commerciaux en bordure de ville de telle, tu vois, une thèse de telle à telle taille, dans un rayon de moins X kilomètres, etc., etc. Puis te dire, bon, bah moi, j'ai... 1/1000 ou 1/10 de ce machin, je l'achète, je le vends, je le machin. Mais du coup, tu arriverais à une sorte de cotation parallèle. On pourrait, en fait. Exactement, on pourrait. Aujourd'hui, c'est pas trop le cas. Je peux pas, enfin, je veux dire, non, je peux pas acheter un bout de SCPI et le revendre un an plus tard 50% plus cher. Alors, déjà, c'est de l'immobilier, donc il y a des frais. Ok. Et il faut le temps d'amortir les frais. C'est pas fait pour des allers-retours. Les frais quand tu rentres, c'est ça hein. Des frais quand tu rentres, oui. Et alors, ils sont dus à quoi ces frais? Ils sont pour qui? Ils sont pour la société de gestion, pour qu'elle fasse tout ce qu'il faut. C'est-à-dire que la société de gestion, elle accueille les associés, elle change les clous dans les toits, elle gère les réunions de copropriété. Elle gère tout, etc. Donc, c'est normal qu'il y ait des frais. Et on est dans l'immobilier, c'est-à-dire que on n'est pas en valeur mobilière. En valeur mobilière, un titre, ça peut être quelques électrons, et puis c'est fini. Un immeuble, il y a beaucoup de choses à faire dedans. Donc, on peut dire que c'est de l'immobilier amélioré. C'est pas de la finance. Mais ça a des avantages dans la pratique immobilière. Et la SCPI est quand même un placement relativement conservateur. Mais imaginons, une personne décède, elle a eu 2 mariages, plusieurs enfants de mariages différents, donc de mariages différents, et puis arrive la succession. C'est compliqué s'il y a 3 immeubles. Surtout si les enfants n'ont pas les mêmes rapports, les mêmes proportions et tout ça. Avec des parts de SCPI, on fait des calculs et puis ça y est. Donc, c'est un placement immobilier amélioré. On n'est pas parti de la finance, on n'est pas parti de la crypto pour arriver à ça. Ok.
Voilà, Ça me donc semble c'était très une grande clair. aventure, c'est amusant. Juste pour comprendre derrière, qui le fait? Qui sont les opérateurs de SCPI? Enfin, c'est des grandes banques. Alors, moi, j'en connais un. Il se trouve qu'en ce moment, j'ai un sponsor, Atlantes Voisin, qui est, Oui, tout à fait. qui est un opérateur de SCPI. Mais alors, qui détient Atlantes Voisin? Ou alors, plus loin, enfin, c'est les banques? C'est qui fait ça? Alors, juridiquement, ce sont des sociétés de gestion. Donc, c'est des sociétés de gestion dédiées. Ouais. Et il y a une réglementation. Il faut qu'il y ait un minimum de capital pour la société de gestion. Il faut certaines compétences, certaines fonctions à la société de gestion. C'est comme dans un fonds d'investissement, une société de gestion, elle va gérer. Moi, je connais bien l'univers des VC, venture capital, etc., etc. Eh ben voilà. Tu vas avoir, je prends 1 milliard sous gestion, tu vas avoir un déficit de 2% annuel pour gérer pour la société de gestion. Et après, potentiellement, si tu fais des super performances, gagner un peu sur la performance. C'est ça? Alors, c'est pas ce que font les sociétés de gestion de CPI. D'accord. Mais en tout cas, pour répondre à la question, ce sont des sociétés de gestion. D'accord. Et ces sociétés de gestion peuvent avoir comme actionnaires des grands groupes. Donc, toutes les banques en ont. Ouais. Atlantes Voisin que tu cites, c'est un groupe familial non coté. D'accord. Il y a d'autres groupes indépendants. Alors, ces groupes peuvent venir soit de l'immobilier, comme Atlantes Voisin, soit de la finance. Tout le monde peut créer une société de gestion s'il ne montre pas de blanche vis-à-vis des autorités réglementaires. Et la société de gestion, après, elle fait tout. Et est-ce qu'elle a du skin in the game, comme dirait mon ami Nassim Taleb? Est-ce que, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que elle a quand même des intérêts alignés avec celui de la personne qui place son patrimoine dedans? Alors, à long terme, oui. À long terme, oui, parce que la société de gestion, elle gère les immeubles. Ouais. Elle est rémunérée sur essentiellement les loyers. Ouais. Donc, à 10 ans, elle a bigrement intérêt à ce que les loyers restent un flux important, comme les associés. Ouais. Et donc, il y aura toujours, comme dans tout investissement immobilier, est-ce que je fais des travaux maintenant? Est-ce que je les fais plus tard? Est-ce que je revends cet immeuble parce qu'il est vraiment sans espoir pour acheter un autre bien dans le vent, mieux dans les conditions actuelles de qualité, etc. Et c'est d'autant plus important que ça, c'est difficile à faire à titre personnel. Je m'explique. Aujourd'hui, on sait que, par exemple, il y a le télétravail qui va modifier beaucoup de choses. Aussi bien pour le logement, Ouais. parce que ça va rééquilibrer une certaine carte des prix, que pour les bureaux, parce que ce sera pas forcément le même bureau, etc. Bon. Alors on enregistre cet épisode en septembre 2020, donc on a passé le confinement il y a quelques mois, et puis on est un peu on passe cette période de stupeur. Donc je reprends, quand tu dis oui, en ce moment, on voit le télétravail qui a complètement explosé. On voit alors des tas de phénomènes, pardon, je te pose. Vas-y. Moi je vois aussi, je me dis là, tout ce qui se passe sur la chute phénoménale du tourisme. Et voilà. Les Airbnb notamment où on disait c'est ça qui a fait augmenter les prix à Paris. Je me dis il va quand même se passer des choses, les différences, le changement de consommation des ménages, alors qu'a beaucoup consommé en ligne, mais qu'a finalement paradoxalement aussi les hyper et les supermarchés ont très bien marché. Mais je vais rajouter parce que la transition écologique, c'est pareil. Autrement dit, on est dans une situation aujourd'hui où on sait que l'immobilier, ça va bouger. Si j'ai un appartement, je ne peux pas le déplacer pour le mettre ailleurs. Les travaux seront peut-être élevés par rapport à mon loyer. Si je suis copropriétaire d'un immense portefeuille, là j'ai plus de souplesse. Je peux très bien prendre les revenus des immeubles qui vont bien pour améliorer très vite, pendant qu'il est encore temps, les immeubles qui vont moins bien. Donc disons que cette gestion collective, c'est vrai qu'on pourrait penser que c'est moins poétique, c'est moins actif, etc. En fait, ça permet d'avoir de l'immobilier qui vit les perturbations de notre époque. Je pense qu'en l'occurrence, c'est surtout ultra complémentaire. C'est-à-dire que, évidemment, comme tu le dis, ça fait moins rêver. Et moi, je suis un fou furieux des
des coups de fusil, tu vois. J'adore être là, toujours avoir mes trucs, mon truc bien fait, etc. Et me dire, tiens, là, il y a un truc à faire, j'y vais. Et donc, en effet, c'est très bien, mais souvent, tu es hyper exposé parce que, en fait, si tu as un immeuble qui part en carafe pour une raison X ou Y, si tu as des garanties sur plein de choses, mais pas sur tout, quoi. Et puis, ce truc se dévalorise, ce quartier se dévalorise, ce machin, cette ville entière se dévalorise, bon, ben, en fait, t'es collé avec tout ça. Et c'est sûr que la SCPI, là où c'est peut-être moins intéressant de prime abord, c'est que tu te dis pas je vais faire 40% en 3 ans parce que ça n'existe pas. Non. En revanche, en complément et en sécurité par rapport à une stratégie plus agressive, on le voit d'ailleurs, c'est bien les choses que j'apprends avec la martingale, c'est que il faut surtout pas mettre tous tes œufs dans le même panier, ce qu'on a souvent tendance à faire dans l'immobilier, parce que à la fin, en fait, quand tu vois le patrimoine de beaucoup de mes potes et de gens autour de nous, en fait, ils ont un appart qui vaut 1 million ou 1,5 million, parce que je parle de gens plus âgés, hein, pour les plus jeunes, ce sera 200, 300 000. Et en fait, ils ont 30 000 ou 40 000 euros de côté. Et en fait, tu te dis, ton patrimoine, il est mal équilibré, quoi. Oui. Mais c'est un grand sujet. Et en fait, c'est un sujet de fond dans tout ce qui est investissement. Pardon. Je vais prendre un exemple. On peut transférer ce problème sur la bourse. Ouais. C'est-à-dire que, au fond, quelqu'un qui aurait pour la bourse la même passion que celle que tu as pour l'immobilier, il va dire, moi, je vais sûrement pas prendre des OPCVM, je vais acheter, vendre, je vais choisir mes titres, je vais étudier les sociétés, etc. Vrai et faux. Je vais donner mon exemple. Tout à fait personnellement, comme ça, c'est plus simple. Moi, j'ai un petit portefeuille en bourse. Alors que je crois beaucoup aux OPCVM. Bon. En fait, dans mes placements, j'ai un virement mensuel vers un contrat d'assurance vie en unité de compte, action, donc OPCVM. Pourquoi ? Parce que je sais que je n'ai pas le temps de m'en occuper. Ouais. Si j'ai pas le temps de m'en occuper parce que ce que je fais me passionne, écrire ça prend du temps, voir du monde ça prend du temps, etc. Donc, l'argent que j'investis chaque mois pour préparer l'avenir, je l'ai mis en gestion collective. Et puis, il se trouve que j'ai ma raison à moi d'avoir un portefeuille. Et chacun a sa raison. Celui qui va être vraiment passionné, s'il veut bien y passer du temps. Moi, j'ai un petit portefeuille en bourse. J'y passe pas énormément de temps, mais j'y accorde beaucoup d'importance parce que comme je suis depuis toujours un observateur, je me dis, il faut se frotter à la réalité, il faut se frotter au vrai risque. Quand j'achète une action, à ce moment-là, je sais vraiment pas, enfin, j'ai des espoirs, mais je sais vraiment pas ce qu'elle va faire demain. Je prends des gabelles, je réussis des coups. Et donc, je me reprends des leçons de modestie et de réalisme et ça m'équilibre par rapport à mon métier. Mais moi, en fait, tu sais que c'est ce qui me fait kiffer, en fait, dans la martingale au sens large, dans l'immobilier, dans la bourse et même dans l'immobilier papier. Je trouve que c'est intéressant parce que, en fait, ça te donne accès à des stratégies potentiellement long terme, des réflexions sur la société. Tu vois ce que je veux dire ? Quand moi, j'ai une tendance à quand même me dire, je sais pas exactement le commerce de proximité quand même où ça va aller. Ça me fait un peu peur. Et à la fois, tu vois, ces phénomènes actuels nous montrent qu'il y a quand même... Alors, il y a l'ultra proximité qui va probablement revenir un peu, mais quand même dans des très grandes villes comme New York, moi j'ai vu des phénomènes où j'avais des fonds de commerce partout à vendre, etc. Et en fait, tout ça, tu n'y as pas accès. Je veux dire, moi, je vais pas me mettre à acheter des centres commerciaux en bordure d'Ajaccio, tu vois. Enfin, a priori, tu vois. Et donc, du coup, te dire, en fait, tiens, j'ai cette thèse sur les 5-10 prochaines années parce que j'ai lu ces choses-là, etc. Donc, je crois en ce fonds, en cette SCPI, ou je crois en celui-là, etc., etc. Je trouve ça intéressant. Et c'est pareil sur la bourse. C'est un peu l'idée de dire, je crois en telle valeur. L'aérien, en ce moment, c'est compliqué, mais comme tout le monde l'a vendu, il y a bien un moment où ça va remonter. Enfin, tu vois, c'est un peu ça. Et avec une idée majeure, soit je m'en occupe vraiment, et alors là, oui, je fais seul, et que ce soit bourse ou l'immobilier, ça peut être bien, soit je n'aurai pas le temps vraiment de m'en occuper, et là, la gestion collective est formidable. Et alors, sur la gestion collective, tu as des thèses, chaque fonds a sa thèse, c'est-à-dire qu'il y en a, par exemple, qui vont... finalement, ce qui peut être intéressant là dans ce que tu dis, c'est te dire, en fait... j'irais dans un hyper généraliste qui fait limite des villages, des villes moyennes de province, des grandes villes, du
de l'habitation, du commercial, du bureau, etc. Où ça n'existe pas et les SCPI, c'est plutôt celui-là, il fait que de l'habitation dans des villes de plus de 100 000 habitants, celui-là, il fait que de la Côte d'Azur parce que je sais pas quoi. Alors si, il y a les thèses. Déjà, il y a des catégories de SCPI. Bon, il y en a qui disent, a priori, nous, on sera diversifiés. Et puis la diversification, bureaux, locaux commerciaux, commerce, voire santé, etc. Ah oui, les locaux commerciaux, enfin tout ce qu'on fera, cette diversification, elle évoluera au fur et à mesure de ce qui se passera, au fur et à mesure qu'on recevra des sous. Oui, c'est ça, hein, c'est con, mais je prends santé, là tu viens de le dire, mais tu vois, je me dis, bon, les gens vieillissent, la santé, finalement, j'irai pas moi-même construire un EHPAD, mais a priori, il y a peut-être des SCPI qui... Alors justement, ce qui est amusant, c'est que il y a un immobilier qui est en train de monter, de progresser. Ouais. C'est l'immobilier qu'on pourrait qualifier de démographique. Ouais. On prend les crèches, on prend les maisons de retraite, bon, le logement, bien sûr, et tout cet immobilier démographique, en fait, il est souvent ce qu'on appelle de l'immobilier d'entreprise. C'est-à-dire qu'un EHPAD, c'est quand même une entreprise. Oui, bien sûr. Et donc, il y aura bien évidemment un rendement plus élevé que dans le logement direct, parce que c'est l'immobilier d'entreprise, et l'immobilier d'entreprise, il est dans l'économie, pas dans le social, comme le logement. Donc, c'est un univers différent. Donc, il y a des thèmes. Voilà. Il y a des thèmes. Alors, il y a des CPI spécialisés, certaines, il y en a sur la santé, il y en a sur l'hôtellerie, il y en a sur les bureaux, il y en a sur le commerce, etc. Il y a des CPI diversifiés. Et puis, il y a d'autres façons de regarder aussi. C'est, est-ce que la SCPI, elle est grosse, achevée, on pourrait dire, ou mûre, hein, même si elle continue à collecter. C'est quoi gros ? C'est 3-4 milliards d'euros. Ok. Hein, dans l'immobilier, c'est pas mal. Hein, ça permet une belle diversification. Ou est-ce qu'elle est toute petite, qu'elle est en train de démarrer ? C'est quoi petit, du coup ? Tu commences à combien ? Il y en a qui commencent à 50 millions On peut commencer à 1 million, 2 millions. Pourquoi pas ? Je pourrais créer une SCPI, là, dire à tout le monde, j'ai dit une connerie, mais tous les gens qui écoutent la Martingale, allez, venez, on met 10 000 euros chacun, on va faire une SCPI. Alors, la société de gestion, je crois, doit avoir un minimum de 5 millions d'euros au capital. D'accord. Hein, la SCPI, j'ai pas le chiffre en tête, mais il faut quand même un minimum pour démarrer. C'est pas très élevé pour les groupes financiers, c'est peut-être élevé à l'échelle d'une personne. Oui. Il est en train de me dire non, tu délires, Mathieu. Si, tu peux. Mais disons qu'il y aura peut-être un petit parcours du combattant pour avoir le droit de le faire. Ouais, mais si on l'a fait ensemble, toi et moi. Alors. Voilà. Mais avec Atlan, voilà, on va ça. Mais il y a des CPI qui sont créés l'an dernier. Ouais. Et qui donc aujourd'hui représentent encore 30 millions, 40 millions d'euros, pas plus. Donc il y a des très grandes et toutes petites. Et puis il y en a. Et je les trouve où, tous ces gens-là ? C'est des conseillers en gestion de patrimoine ou mon banquier qui me les propose ? Exactement. Mais lui, il va me proposer que ceux de sa banque. Oui. Alors j'ai l'habitude de dire, est-ce que vous êtes sûr que les SCPI de votre banque sont plus mauvaises que les autres ? Parce que, après, on aime bien, dans tout ce qui est littérature sur les placements ou émissions sur les placements, dire comment choisir sa SCPI ? Vous savez, quel sera le meilleur placement de 2020 ? Bon, moi je trouve qu'on raconte beaucoup de bêtises là-dessus. D'abord parce que le meilleur placement de 2020, moi ça m'intéresse pas. Moi ce qui m'intéresse, c'est quel sera le meilleur placement en 2030 que j'aurais fait en 2020. De ce que j'aurais fait en 2020. Donc, on cultive un peu tous les... Exactement. On cultive un peu tous les défauts, je dirais, de l'actualité. Parce que si j'ai raison aujourd'hui, je suis capable sur des arguments, mais c'est pas comme ça que je m'enrichirai. Il faut avoir raison pour demain. Donc, il y a déjà ce contexte de base. Et puis, comment choisir ces SCPI ? Moi, j'entends parfois, oui, alors il faut vérifier les immeubles de la SCPI. Non, mais attends, comment on va faire ça ? Comment un particulier peut-il faire ça ? Ou bien il faut vraiment bien regarder les comptes, etc. Donc, d'abord, il faut voir que la SCPI, c'est de l'immobilier. Le gérant n'est pas forcément plus imbécile que l'associé qui rentre dans la SCPI. Et il y a plus important que le choix de la SCPI. Il y a d'abord, est-ce que on a raison, dans sa situation personnelle, d'acheter de la SCPI ? Quelqu'un qui aurait, par exemple, beaucoup d'immobilier déjà et pas du tout de financier, ça veut dire que son patrimoine est essentiellement immobilier et en plus pas très liquide, c'est pas la peine qu'il rajoute de la SCPI. Toi, t'as des apparts en propre ou t'as des biens immobiliers ? Alors, pas aujourd'hui. Tu les as vendus ? Moi, je suis victime d'une torpille anti-patrimoine absolument terrible. D'accord. J'ai élevé plein d'enfants.
Et le jour où ils arrivent à l'adolescence, c'est magnifique, mais c'est terrible. Voilà. Donc, je n'ai plus d'immobilier. J'ai eu des parts de SCPI. J'avais notamment... Non, mais je parlais d'immobilier physique. Alors, mais physique, non, ça, j'ai pas fait. D'accord. Ouais, donc toi, t'es resté papier, quoi. Voilà. Je suis resté locataire, un peu par les hasards de la vie. Ouais. Parce que quand il faut loger 8 ou 9 ou 10 personnes dans la même maison, c'était plus facile d'être locataire que d'être propriétaire tout de suite. Mais j'ai été détenteur de parts de SCPI. Ouais. Je ne le suis pas juste en ce moment. Si je veux recommencer, je réinvestirai d'ailleurs dans la même. Ouais. Parce que j'étais très content. Voilà. Tu me disais un peu, parce que je te demandais comment choisir. On était là-dessus, pardon, excuse-moi. Mais le premier point, c'est est-ce que dans sa situation, il faut acheter des parts de SCPI? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point... Attends. Dans ma situation, ça veut dire quoi? Est-ce que moi, dans ma situation, il faut que j'achète des parts de SCPI? Ben non, tu veux t'occuper de l'immobilier. Donc, c'est pas la peine. Mais je peux pas. Il faut. Imagine. Moi, j'aurais une tendance à penser qu'il faut que je dérisque un peu. Alors, si tu veux dérisquer, c'est parfait. C'est de l'argent que tu oublies, tu t'en occupes pas. Qui peut avoir certains. Mais alors, par contre, toi, il y aura, et c'est le deuxième point qui est plus important que le choix de la SCPI, il y a la façon de l'acheter. Parce que aujourd'hui, tu es dans la force de l'âge, tu es jeune et beau, tu gagnes de l'argent. Donc, je suis surtout beau, hein, je suis plus très jeune. D'accord, mais tu veux pas tu veux pas des revenus en plus, tu n'en as pas besoin. Parce que tu vas payer des impôts en plus. Toujours des revenus en plus, c'est toujours bien, mais bon, après, je sais pas. Imaginons, on te donne la possibilité, avec les parts de SCPI, de n'acheter que le capital et pas les revenus. Parce que à ce moment-là, tu vas payer, par exemple, 70% le prix des parts. Donc, j'achète que le capital et pas les revenus. Je recontextualise sur propriété. Oui, c'est ça. J'ai besoin de remettre, c'est-à-dire, typiquement, je prends un bureau, j'achète le bureau, mais je ne touche rien des loyers. C'est ça. Voilà. Okay. Pas l'usufruit. Et quelqu'un d'autre achète l'usufruit. Au bout de 15 ans, ce que tu as acheté, 70%. Donc 70, on va dire, ça valait 100. Bon, au bout de 15 ans, imaginons que ça vaille 105, 110, je sais pas. Les 70 redeviennent 110. Et il n'y a pas d'impôt sur la plus-value. Parce que c'est la nue propriété qui redevient propriété. Et à ce moment-là, tu recevras les revenus. Ce qui est relou, c'est que si je l'ai eu en direct, mes 70 m'ont coûté normalement 0. Non ? Si tu l'as eu en direct. Si j'ai récupéré mes loyers. Si je récupère mes loyers. L'idée, c'est toujours d'être un vase communicant. C'est de ne pas payer. Là, je paye tous les mois. Non ? Je comprends pas la question. L'idée... Alors, on va le faire sur un appartement. Ouais. Tu achètes un appartement. Il vaut 1 million. Il vaut 1 million. Payer, je vais arrondir. Tu payes 700 000. 700, ok. Bon, tu payes 700 000 et on dit que dans 12 ans, ouais. Tu récupères la pleine propriété. Ouais. Tu es passé de 700, et imaginons que dans 12 ans, il n'est pas changé de prix. Okay. Tu es passé de 700 000 à 1 million. Ouais. Donc, ce qui n'est pas trop mauvais, sans aucun impôt. Puisque tu n'avais que la nue propriété. Et tu n'as pas augmenté ta tranche d'impôt en entendant. Okay, donc j'ai payé 700 000 et j'ai 1 million. Et tu as 1 million dans 12 ans. Et à ce moment-là, tu as tout. Tu as le logement avec éventuellement l'usage, mais en tout cas les revenus, etc. Bon. C'est peut-être pas mal, quand on est dans la force de l'âge, d'acheter plutôt comme ça, et de basculer vers la pleine propriété, les revenus, quand on aura plus besoin de revenus. Okay. Et la SCPI est très souple comme ça. Imaginons... tu arrives à la retraite. Ce que je voulais dire tout à l'heure, mais c'était ça ma question. Alors garde bien ce que tu as en tête là. Mais c'est sur ce point précis. Typiquement, en effet, si je l'achète pas en nue propriété, je vais le payer 1 million, pas 700 000. Donc j'ai ça en moins. En revanche, tu auras en plus des revenus. J'aurai des revenus, mais sur lesquels je suis imposé. C'est ce que exactement. Ok. De la même façon, imaginons un jour, malheureusement, parce que ça arrive à tout le monde, tu arrives à 60 ans. Tu dis, bon, j'ai envie de mettre un peu la pédale douce, je vais travailler un peu moins, mais ce serait bien que j'ai des revenus en plus. Donc je suis resté bloqué à 40, hein, donc c'est bon, ça va. Eh bien, tu achètes uniquement le revenu de la SCPI. Ouais. C'est-à-dire que ça vaut 1 million. J'achète du revenu. Tu payes 300 000. Ouais. Et tu auras chaque année, mettons, je prends un exemple, 60 000 euros de revenus. Ok. Et au bout de 12 ans, tu n'as plus rien. C'est fini. Tu n'es plus propriétaire de rien. Tu n'es plus propriétaire de rien. Mais ça peut être une bonne solution. Si je paye moins d'impôts à ce moment-là, ou si... En plus, voilà. Et c'est pas l'usufruitier. Enfin, bon, bref, on va pas compliquer. Donc, c'est très souple. Et la façon dont on achète, ou acheter à crédit, ou acheter comptant,
ou acheter quelque part par mois, ou passer par l'assurance vie, ça a des conséquences beaucoup plus importantes que tel ou tel SCPI. C'est ça que je voulais dire. Ouais, c'est pas mal aussi, oui, en effet. C'est vrai que tu peux. Oui, parce que tu vois, tu dis tel ou tel SCPI, finalement. Enfin, faut quand même regarder les résultats. Il y en a des meilleurs que d'autres. Ouais, il y en a des meilleurs que d'autres, sans aucun doute. Mais la décision, la façon dont on fait est déterminante. Alors que bien souvent, on met l'accent sur laquelle. Ouais. Hein? Alors après, oui. Il y a les thèses auxquelles tu crois ou tu crois pas, mais bien sûr, tout à fait. Oui. Mais donc tu peux rentrer en effet. Alors un peu, c'est marrant en fait, soit comme vraiment pur immobilier, ce que je disais en intro, c'est-à-dire je vais emprunter 1 million et je vais rentrer dans une SCPI tout de suite. Voilà. Soit comme on le dit en bourse, je vais mettre 1 000 € par mois et je vais rentrer tous les mois dans une SCPI. Absolument. Ou dans plusieurs d'ailleurs. Tout à fait. Hein. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que l'immobilier, c'est plus du patrimonial que du financier. C'est-à-dire que, imaginons, tu voudrais faire cette histoire de nue propriété ou d'usufruit sur un logement. C'est hyper dangereux, parce qu'il y a un locataire. Que peut-il arriver? Alors que si c'est sur un produit qui a 2000 ou 2500 locataires, on peut faire du montage, on peut faire quelque chose de subtil. On peut faire une SCPI en viager, quoi. Pour lisser le risque. Mais bien sûr, mais bien sûr. Mais alors oui, on peut acheter tous les mois aussi la SCPI. D'accord. Oui, parce que c'était ma prochaine question, justement, comment on l'achète. Donc là, on a dit comptant crédit et potentiellement au fur et à mesure, voilà. Et moi, j'ai beaucoup d'auditeurs qui sont alors encore plus dans la force de l'âge, qui ont plutôt 20 ans, 25, etc. Enfin, comme ça, j'ai envie de dire, moi, la SCPI, depuis toujours, j'ai un peu l'impression que c'est un placement de vieux. C'est vrai. La SCPI tue. Il faut savoir que la moyenne d'âge des détenteurs de SCPI pendant très longtemps était très âgée. Merci. Et alors, est-ce qu'on doit redorer ce blason? Est-ce qu'on doit dire aux jeunes qui nous écoutent, justement, s'ils n'ont pas forcément accès facile à l'immobilier, etc., vas-y, dans ton univers, dans ton portefeuille, prends de la bourse, prends des bitcoins, prends de l'or, prends de ce que tu veux, mais prends des bouts de SCPI parce que c'est peut-être pas con. Non, jusqu'à 2008, la moyenne d'âge des détenteurs de SCPI était très élevée. Depuis 2008, ça y est, la clientèle, c'est terriblement joli. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que, par exemple, sur notre site Pierre Papier, on a presque la moitié des internautes contre 28 et 35 ans. Ah oui. Donc là, ça y est, on a changé. Et pourquoi? Parce qu'il y a le crédit. Parce qu'il faut dire aussi que la carte des SCPI s'est énormément élargie. Donc, on peut choisir ce qui te plaît, c'est-à-dire un thème particulier. Les jeunes SCPI, c'est plus cool. Parce que les taux de crédit sont très peu... on connaît les taux de crédit. Donc, quand le revenu donne 4% ou 5% et qu'on a les taux au niveau d'actuel, c'est pas mal, même si... Comme pour le logement, c'est bon, le crédit, les taux sont bas, mais il n'est pas toujours facile à obtenir, etc., etc. Donc la clientèle s'est beaucoup rajeunie pour les SCPI. Il y a des SCPI qui ont. Attends, faut que je revienne quand même après sur le revenu, mais il y a des SCPI qui ont des thèses d'impact ou de choses comme ça, tu vois, oui. genre d'une construction responsable, des logements à, comment t'appelles ça, consommation zéro ou je sais pas quoi. Oui, il y en a. Ouais, okay. Elles ont tout ce qui a été Pierre Papier a toujours été en avance là-dessus. Okay. C'est-à-dire, alors quand je dis Pierre Papier, c'est aussi bien les SCPI que les foncières cotées en bourse, que aujourd'hui aussi les OPCI, organismes de placement collectif en immobilier. Ce serait un peu, c'est un peu comme les SCPI, sauf qu'il y a aussi des valeurs mobilières dedans. Voilà. Les SCPI sont juste très en avance. Alors, il y a même, par exemple, une SCPI santé qui a un comité scientifique de personnalité de la santé. Donc, oui, ça bouge. Alors, pas toutes, comme dans les OPCVM financiers. Ouais, parce qu'en fait, il y a des choses qui peuvent être très, alors au-delà de scientifique dans la santé, scientifique dans le, tu sais, dans tu connais l'âge, ouais, puis tu connais l'âge des personnes âgées entre guillemets, tu connais l'âge moyen par région, tu sais à peu près où ils vont, comment, etc. Donc tu peux savoir où est-ce qu'il faut mettre des nouveaux EHPAD pour les prochaines années. Tout à fait. Et c'est un grand marché en fait. Et si
Juste pour bien comprendre, parce que oui, tout à l'heure tu parlais d'investir juste le capital, pas le revenu. Donc tu as un revenu sur une SCPI, contrairement en effet, c'est une approche patrimoniale, contrairement à une action, il te revient, tu as un revenu tous les ans, c'est ça? Oui. Ouais. L'action c'est tout trimestre. L'action c'est tous les ans, pardon, sauf les grandes actions, les dividendes, ce genre de choses. Les revenus des SCPI c'est plutôt trimestriel par tradition. Et est-ce que tu peux faire comme est-ce que tu pouvais faire ou faire comme dans l'IMO plus tradit, c'est de te dire j'achète dans tel SCPI, mon crédit va couvrir à peu près, Bien sûr. Et donc tu arrivais à être net. Alors toutes ces dernières années, oui, c'était possible, avec un niveau de rendement qui venait quand même d'assez haut, parce que l'immobilier d'entreprise était plutôt du côté de 5-6 en général. Après, il faut regarder chaque secteur, et les taux, on sait qu'ils sont en dessous. Donc oui, c'était possible. Après, l'idée, c'est qu'il faut bien calculer pour que si on achète à comptant et qu'on rajoute du crédit, c'est le crédit qui va manger donc les revenus, avec en plus qu'on est dans l'immobilier, donc les intérêts sont déductibles fiscalement. Ouais, c'est pas mal tout ça. Hein. Je pense que pour approfondir, donc du coup, on va sur pierrepapier.fr, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Et toi, tu postes comment, tous les combien? Alors, sur Pierre Papier, il y a au moins un article par jour. Ok. Simplement, le rédacteur en chef, Frédéric Tixier, lui est plus sur les SCPI, les foncières cotées, l'assurance immobilière, ce qui bouge, ce qui se passe. Et moi, j'essaie plus de raconter des articles pédagogiques, l'art de la performance, comment devenir riche, etc. Okay. Comment devenir riche. L'histoire. Il faut que tu sois bien placé sur Google, sur comment devenir riche. Eh ben, j'y suis, première page. C'est vrai? Oui. Alors ça, tu dois faire un carton. Oui. Parce Google nous envoie chaque semaine plusieurs centaines d'internautes. Alors, mon comment devenir riche, il est très simple. C'est pas une. Attention, vous allez entendre un truc. Ça, c'est la martingale. Ça. Voilà. Non, c'est juste. Alors, j'en ai une autre de martingale qui est aussi bien placée sur Google. Google aime bien celle-là. Non, la recette, c'est simplement on ne soupçonne pas l'impact de mettre de côté chaque mois. Et le conseil que je donne toujours à quelqu'un de 20, 25, 30 ans, quand il peut, je dis, mais tu mets 100 € par mois, tu t'en occupes pas, mais tu mets tous les mois. Il y a une puissance d'accumulation absolument extraordinaire. Oui, et faut mettre un peu, enfin, faut quand même essayer, voilà. Et l'idée en plus, c'est que, comme tu le disais, il y a un certain montant où c'est plus facile. Évidemment, quand tu gagnes un SMIC, c'est compliqué de mettre 100 € par mois. Eh ben, tu mets 50. Mais voilà. Mais l'idée de mettre tous les mois a une puissance étonnante. Je suis persuadé de ça. Mais j'en parlais avec Johan Lepez, avec qui j'ai enregistré, normalement, quand je sortirai cet épisode, ce sera celui de la semaine d'avant. Et qui me disait bon alors mois de décembre mois machin bon et je lui dis mais non mais justement il faut réussir à être très très consistant là-dessus et faire parce que si tu commences à dire ouais mais l'été c'est les vacances etc donc je peux pas et en fait il faut vraiment avoir différents types de poches mais en effet je suis assez alors, là il n'y a pas de martingale. Par contre la martingale sur laquelle aussi Google nous envoie un peu de monde ça s'appelle investissement l'art de la performance. Et là, il y a quelque chose qui, moi, à la fois me passionne et m'énerve. C'est-à-dire qu'on donne plein de conseils dans tous les temps, en placement, en bourse, etc. Alors qu'il y a quelque chose de très simple. Je vais prendre un exemple. 2007. Quelqu'un voulait faire de la bourse en 2007. Il avait 100 000 €. Bon, 2008 est arrivé. On fait le bilan en 2017. Le CAC 40 a fait moins 5% sur la période. Donc c'est-à-dire qu'il a investi ses 100 000 €, il a 95 000 €. Bon, il a aussi les dividendes réinvestis, il les a laissés. Il va arriver peut-être vers 120, 130 000 €. C'était pas la peine de se déplacer et d'avoir toutes ces émotions. Puisqu'il y avait plein d'autres placements sur la période, quand même, même chose. Bon. Imaginons maintenant qu'il ait dit la chose sensée. On ne sait jamais si la bourse est en haut ou est en bas. On ne sait jamais si c'est le moment d'acheter ou pas. Et qu'il se dit, bon, c'est bien que j'aille en bourse, je vais mettre 10 000 € chaque début d'année. Régulièrement, le 2 janvier, il met 10 000 €. En 2017, il a fait 70%. Et s'il a mis une petite pointe d'immobilier, autrement dit, il n'a pas fait des actions
il n'a pas fait le CAC 40, mais il a fait des foncières cotées. Il a pris un portefeuille de foncières cotées, il a fait 100%. Autrement dit, dans une mauvaise bourse, on peut gagner de l'argent. Pourquoi ? Parce que la bourse, d'après moi, c'est une magnifique machine qui n'a qu'un seul objectif, c'est prendre l'argent de ceux qui investissent dedans, et donc il faut la prendre à son propre jeu. Et le seul moyen de prendre la bourse à son propre jeu, c'est ne pas faire attention à ce qu'elle fait, mais elle monte, j'achète moins, elle descend, j'achète plus. Et ça, on le fait avec un montant fixe. Oui, et le montant fixe, il marche merveilleusement. Et donc, du coup, tes deux approches de mettre un peu par mois rejoignent celle-ci. Absolument. Et c'est sûr que là-dessus, ça peut donner toute sa valeur. On boucle cet épisode, finalement, la boucle est bouclée, mais sur l'immobilier papier. C'est-à-dire que, mettons que j'ai, pour simplifier, 200 € par mois que je réussisse à mettre de côté. Je vais mettre je vais mettre 100 sur un fonds en bourse. Alors, soit je m'y intéresse, je mets 10 actions, 15, 20, et puis, ça fait pas beaucoup, mais voilà. Soit je fais un fonds indiciel CAC 40 ou Nasdaq ou S&P 500, et puis tous les mois, je mets mes 100 €. Oui. Et je fais pareil en SCPI. Et je fais pareil en SCPI, donc sur l'immobilier papier, et puis je vise du long terme. Sachant que, en l'effet, là, dans une période d'instabilité, moi, j'ai une tendance, comme beaucoup, à me retenir et à me dire... Et c'est là que tous les mois est fabuleux, ou tous les ans. Et voilà. Là que c'est fabuleux. Et en fait, si c'est là où tu peux même louper une hausse, parce qu'en fait, voilà. Mais tu peux aussi louper une baisse. Donc, vaut mieux rentrer. Quelqu'un qui aurait fait 100 € par mois depuis le début de l'année en bourse, faut que je fasse ce calcul d'ailleurs, mais il a dû faire une très belle opération. Ouais. Très très belle opération. Ouais, donc il faut vraiment continuer au mois le mois ou à l'année au pire, mais voilà. le mois le mois. Il faut accepter de ne pas être intelligent. Voilà. Très bien. Écoute, je te remercie. Ça, j'allais te poser ta martingale à toi, mais je crois que tu me l'as donnée. Là, elle est en deux éléments comme question. Où est-ce qu'on te suit sur LinkedIn ? Tu étais présent ? LinkedIn, oui, j'y suis. Donc Guy Marty, Marty. On mettra le lien dans la présentation de cet épisode. Et puis le site Pierre Papier. Le site Pierre Papier, tu as une newsletter où on peut s'inscrire ? On a une newsletter, oui, on peut s'inscrire. Le mardi et jeudi. Ok, très bien. Et super. Je crois que tout y est. Tu fais des conférences. Oui, j'aime bien parler. Voilà. Donc, tu animes plein de trucs pour plein de monde. C'était hyper intéressant. Puis, je te remercie parce que c'était très transparent. Tu vois, quand je te dis que j'ai l'impression que c'est un truc de vieux et que machin, tu me dis oui, c'était le cas. Et voilà. Mais voilà, on voit que c'est avec tout le respect que j'ai pour mes aînés, avec des vieux sages qui ont réussi à avoir aussi des bons conseils, et j'ai adoré cet épisode, Guy, donc je te remercie du temps que tu m'as accordé, que tu nous as accordé. Je vous incite tous donc à aller sur pierrepapier.fr, d'ajouter Guy Marty sur LinkedIn notamment, et puis je te remercie. Merci Mathieu. Bon, à bientôt tout le monde. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine sur la Martingale. Partagez ces épisodes quand même à la fin. Quand on boucle tout ça là avec Guy, on voit quand même un schéma intéressant qui finalement se répète au fur et à mesure, quoi, mais qui même dans ces périodes un peu où on se demande où va le monde, finalement on se dit c'est peut-être toujours mieux de faire ça et de continuer d'être finalement régulier dans mon approche d'investissement, plutôt que de laisser sur votre compte en banque bêtement, ou de ne pas acheter. On se dit je peux pas acheter un appartement parce que voilà. Ah tiens, attends, avant de partir justement, je me dis finalement si t'empruntes 1 million, parce que j'étais un peu là-dessus pour j'ai 1 million ou 100 000 € pour investir dans une SCPI. Oui. Tu peux rentrer en 10 fois ou en 5 ans, ou faut faire 5. Si tu empruntes si tu empruntes 1 million, c'est pour acheter tout de suite 1 million de SCPI, j'imagine. Ouais, j'imagine. C'est autre chose. Ouais. Donc, soit tu empruntes. Alors, mais là, si tu achètes tout en haut du marché, tu t'exposes un peu plus par rapport à ta théorie. L'avantage par rapport au premier aspect, c'est que tu t'obliges à rembourser le crédit. Donc, de toute façon, tu épargnes régulièrement. Ouais. Mais effectivement, ça veut dire tout de suite. Ça a acheté un instant T. Est-ce que c'est le moment ? Moi, j'en sais rien. Je ne sais jamais si on est au plus haut ou au plus bas. Bon, très bien. Merci pour cette dernière question subsidiaire. Salut Guy. Allez, salut tout le monde. Salut Mathieu. Ciao. Merci d'avoir écouté La Martingale jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous, de vous abonner à la newsletter sur lamartingale.io
Et si vous trouvez 5 petites minutes, de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup pour remonter dans les classements. La Martingale est produite par Cosa Vostra, une agence de conseil tech et créative qui accompagne ses clients dans leur stratégie digitale pour qu'ils gagnent en visibilité, en singularité et en efficacité. Je remercie toutes les équipes pour la production. Je vous retrouve dans 15 jours. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous dis merci.